tous, découvrons tout de suite ensemble le sommaire de ce journal. L'affiche du meeting Herculis dévoilée, il y aura cette année encore du beau monde au Stade Louis II pour l'édition 2015 de ce rendez-vous international de l'athlétisme. Le gala annuel de l'association Mission Enfance dans un lieu original, l'Héliport. Le concert Summer Dream au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les artistes en mouvement proposent une exposition en plein air rue Caroline. L'événement Supercars avec des véhicules d'exception d'hier et d'aujourd'hui. Et puis nous refermerons cette édition en musique avec la venue sur la scène du Sporting de la révélation française, Christine and the Queens. Mais avant toute chose, félicitations aux nouveaux bacheliers. Alors certains doivent encore certes se remettre au travail pour la session de rattrapage, mais en principauté, ce bac 2015 est un très bon cru. 99% de taux de réussite au baccalauréat général pour le lycée Albert Ier et 100% pour le lycée FANB. Un total de 220 mentions, dont 77 très bien. Ce sont 84,9% des nouveaux bacheliers qui ont décroché une mention. Pour les baccalauréats technologiques, on a enregistré un taux de réussite de 90,1%. Et enfin, pour les baccalauréats professionnels, 95% de réussite. Bravo à tous! Dans un peu plus d'une semaine, le Stade Louis II accueillera le meeting d'athlétisme Herculis. Les organisateurs de cette compétition viennent d'organiser une conférence de presse pour présenter les grandes lignes de l'édition 2015. Plus de détails tout de suite dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Cette meilleure performance mondiale de l'année, 2 records de Diamond League, 4 du meeting. L'an dernier, Herculis a fait pleuvoir les records, le classant ainsi pour la 4e fois de son histoire, meilleur meeting de l'année 2014. Idéalement placé au calendrier, le meeting d'athlétisme est au fil des années devenu un rendez-vous incontournable pour les athlètes. J'ai pas de recette particulière, je crois que ce qui fait le succès c'est l'ambiance qui est toujours chaleureuse, le fait qu'on accommode les athlètes dans de bonnes conditions, qui se sentent bien au Stade Louis II, encore une fois, et que c'est ce qui permet aux athlètes, je dirais, de pouvoir s'affronter dans un contexte positif et avec le désir de bien nous satisfaire. Bien entendu, on est privilégié en termes climatiques par rapport à d'autres meetings qui se déroulent dans des contrées plus, continentales. Mais je crois que c'est un ensemble et que, encore une fois, il y a cet attrait pour le meeting de Monaco et ça nous permet d'avoir de bons résultats, de bonnes performances. Cette année, 16 épreuves seront au programme, 8 pour les hommes et 8 pour les femmes. Viennent s'ajouter 2 courses en relais, le 4x400 femmes et hommes et le 1500 mètres masculin. Pour un spectacle à la hauteur de la réputation du meeting, les organisateurs pourront compter sur la présence des meilleurs performeurs tels que Justin Gatlin, Jimmy Vico ou encore Renaud Lavillenie pour ne citer qu'eux. Je pense que le Herculis va être encore un bon cru. On a regroupé de très bonnes épreuves. Bien entendu, si je pouvais parler en premier, je dirais un 100 mètres masculin, puisque à la fois le Gatlin, le meilleur spécialiste, est présent, mais aussi le nouveau recordman, co-recordman d'Europe est présent, et je pense qu'on peut avoir en effet un très beau 100 mètres. La perche, bien entendu, parce que la perche, c'est Renaud Lavillenie, je dirais chez lui, parce qu'il vient régulièrement s'entraîner ici à Monaco, et on est très content de l'accueillir, et je pense qu'il peut faire un très beau concours. En l'espace d'une soirée, Herculis propose un concentré de ce qu'il se fait de mieux en ce moment en athlétisme. À noter 2 événements en amont du meeting, le Herculis Perche Tour qui sera notamment présent le 15 juillet sur la plage du Larvoto et les 1000 mètres d'Herculis au Stade Louis II le 17 juillet, quelques heures avant le meeting. Voilà donc pour les grandes lignes de l'édition 2015 du meeting d'athlétisme Herculis qui aura lieu, donc je vous le rappelle, le 17 juillet. Sachez-le, il reste encore des places. À quelques dizaines de mètres du Stade Louis II, dans un lieu plutôt étonnant, vient d'être organisée la soirée de gala annuelle de l'association Mission Enfance. Une soirée qui a permis de mettre en lumière la grande vente aux enchères qui sera organisée le 24 juillet prochain. Sandrine Nègre nous en dit plus. Le thème de cette soirée, James Bond, était tout aussi insolite que le lieu choisi pour l'organiser,
les hangars de Monacaire à l'héliport. Une soirée de gala pour Mission Enfance, cette association qui depuis plus de 20 ans mène des projets à travers le monde afin d'offrir notamment des écoles aux enfants victimes de la guerre ou de la pauvreté. En 2014, 40 000 enfants ont reçu l'aide précieuse de l'association, du Liban à l'Irak, en passant par la Syrie. Nous avons dans chacun des pays des coordinateurs locaux qui sont salariés de l'association et qui sont un petit peu la courroie de transmission entre le siège social et les enfants que l'on aide sur place dans les différents pays dans lesquels on est actif. Et je pense que quand on est maman soi-même, c'est quelque chose qui nous touche naturellement, surtout quand on a la chance d'avoir élevé des enfants dans un pays aussi merveilleux que le nôtre et pour pouvoir donner une petite chance, se sentir peut-être un petit peu utile et tendre la main vers d'autres enfants qui n'ont pas la même chance que les nôtres. Justement, j'avais encore ce soir un interlocuteur qui est en Syrie, à Damas, et qui recueille justement dans les camps qui sont autour de la capitale syrienne des enfants ce que je lui disais, nous les nourrissons aujourd'hui, mais essayons justement de mettre à profit ce temps où ils sont isolés de leur lieu d'origine, de leur maison, de leur village, dans des conditions qui sont difficiles, mais apportons-leur aussi une éducation. Et c'est ce que nous essayons aussi de mettre sur pied, c'est-à-dire que l'école doit être un lieu de vie et d'avenir, et non pas être juste perfusé et attendre la manne, mais il faut construire, il ne faut surtout pas s'arrêter sur l'avenir de ces enfants, donc il faut y travailler en permanence, c'est ce que nous faisons. J'ai un souvenir d'enfants que j'ai croisés récemment en Afghanistan, où nous construisons aussi des écoles malgré la guerre, malgré ces événements dramatiques de ce pays, et j'étais il y a un mois en Afghanistan et je me souviens d'enfants qui disaient « Revenez, même les mains vides, mais revenez ». Cette soirée de gala en présence du président d'honneur de Mission Enfance, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, a ainsi permis la récolte de fonds pour poursuivre tous ces projets liés à l'enfance à travers la vente de lots prestigieux. Autre événement qui permettra le développement d'actions humanitaires, la vente aux enchères d'art et d'ardoise dont les œuvres étaient présentées ce soir-là. On a demandé à des artistes connus internationalement de créer une pièce unique pour notre association qui sera donc vendue aux enchères le 24 juillet grâce au partenariat avec l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo et de créer sur ardoise parce que l'ardoise c'est pour nous le symbole et la thématique de l'école et de l'enfance. Et on a des pièces excessivement intéressantes, vraiment très différentes les unes des autres. Ça n'est pas forcément que sur la matière ardoise, mais des fois les artistes ont joué avec la couleur de l'ardoise et je vous invite à venir le 24 juillet pour découvrir ça au Salon Bellevue du Café de Paris. La vente aux enchères d'art et d'ardoise aura lieu le vendredi 24 juillet au Salon Bellevue du Café de Paris avec le concours de l'Hôtel des Ventes Monte-Carlo. Le catalogue pour découvrir les œuvres est en ligne, alors n'hésitez pas. Autre soirée à vocation caritative, mais à la salle Garnier. Cette fois, le concert Summer Dream a permis de récolter des fonds lundi soir au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Sur scène, des artistes de renom et dans la salle, José Sacré. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, accompagné de son Excellence Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ont assisté à la salle Garnier à la 4e édition de la grande soirée de gala Summer Dream. En absence du baryton basse Dmitri Vorosovski, souffrant, Michael Desjardins et son équipe ont réussi à convaincre de grands solistes internationaux de prendre la relève pour assurer le succès de cette soirée donnée au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce soir, nous avons donc une soirée Shining Star. Nous avons une soirée des meilleurs jeunes espoirs et déjà des artistes confirmés de Russie, comme Vadim Repin, Olga Peretianko, qu'on va entendre pour la première fois ce soir à Monaco et qui est sans doute une des plus grandes divas de sa génération. Elle fait la Scala de Milan dans le rôle titre en ce moment même. Et on aura une présentation très exceptionnelle de Vladimir Fedorovski qu'on ne présente plus. Monaco, c'est un endroit magique pour les Russes. Je fais le pèlerinage à Monaco. Nous avons une affinité particulière avec Monaco. Il faut dire que ici, je viens voir Diaghilev. Et Diaghilev, c'est un symbole d'européanité de la Russie européenne pour réussir. Autrefois, entre deux guerres notamment, il fallait être au ballet russe. Mais les ballets russes ont été à Monaco. Nous avons une dette envers la famille de Grimaldi qui a beaucoup soutenu Diaghilev.
La pianiste Svetlana Smolina et le violoniste Vadim Repin ont interprété des pièces de Tchaïkovski et de Ravel. Quant à la soprano Olga Peretiatko, que l'on a applaudi à Aix-en-Provence, Salzbourg, Milan, Berlin et New York, elle a interprété des mélodies de Rachmaninov et de Tchaïkovski. Monaco fête aussi la culture de la Russie éternelle. Et dans le contexte actuel, il y a une menace de la rupture historique avec la Russie. Et l'année de la Russie qui a fêté à Monaco, c'est une pertinence diplomatique. Ça va rester dans les annales comme la phrase de De Gaulle autrefois, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Les diplomates de ce niveau, les phrases diplomatiques de ce niveau sont gardées dans les cœurs de la Russie éternelle et je pense que ce sera pour l'histoire quelque chose de très important. Les fonds récoltés lors de ce concert Summer Dream vont donc permettre de financer des projets soutenus par la Fondation Prince Albert II de Monaco. La FPA2 qui a organisé d'ailleurs quelques heures avant ce concert sa traditionnelle garden party d'été. L'occasion de remercier toutes les personnes qui se mobilisent aux côtés du prince pour développer des projets environnementaux à travers le monde. Dans l'assistance lundi soir, on notait notamment la présence de la princesse Laurentine d'Orange. Vous l'avez sans doute remarqué, des sculptures ont fleuri un peu partout, tout le long de la rue Caroline. Le collectif Les Artistes en Mouvement a investi les lieux avec une vingtaine d'œuvres. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. C'est une exposition à ciel ouvert à découvrir au gré d'une déambulation rue Princesse Caroline. Pour la 4e année, l'association Artistes en Mouvement a choisi une thématique autour de laquelle ses membres, un peu plus d'une vingtaine pour cette exposition, ont laissé libre cours à leur imagination. Artistes en Mouvement, c'est une association qui depuis 7-8 ans essaye de fédérer comme ça des actions très dynamiques au niveau de l'art. Eh bien, cette dynamique, nous l'entretenons. Nous avons une envie de faire que cette exposition vive et revive. Les commerçants de la rue Princesse Caroline apprécient tout particulièrement l'initiative. Cela dynamise leur quartier. Quant aux artistes, ils y voient une jolie manière de sortir des galeries pour mieux aller séduire les passants. Je trouve ça intéressant et je trouve ça important que l'art aille dans la rue. Les galeries, c'est un complément en fait. Les galeries, ça permet d'attirer des personnes qui ont déjà une sensibilité, une fibre et de l'intérêt autour de l'art et vers l'art. Et puis de proposer ça dans la rue, ça permet d'ouvrir justement, de s'ouvrir et puis de proposer. Ça crée des réactions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Le charme de cet exercice pour les artistes réside non seulement dans le fait de créer en s'inspirant d'une thématique commune, mais aussi de relever un challenge logistique en trouvant le meilleur endroit pour installer son œuvre. C'est l'espace, le fait que la rue est relativement plate et là nous avions la possibilité d'exprimer quelque chose qui pouvait partir comme un jet en hauteur et c'est le seul endroit où nous pouvions le faire. Et comme à ce moment-là nous avions une idée de vriller quelque chose, une sorte d'arche, on a pensé que c'était vraiment le réceptacle idéal pour notre œuvre. Certains artistes du collectif viennent jusque de Pologne pour participer à cette exposition, d'autres sont des régionaux. C'est le cas de Caroline Rivalan qui a mûrement réfléchi sa création. Pour cette sculpture, j'ai voulu croiser en fait plusieurs univers, l'univers du théâtre et plus précisément l'idée de la tragédie, mais partir dans un registre plutôt de tragicomique. Et aussi un rapport cinématographique avec par exemple des petits clins d'œil à Peter Greenaway, spécialement le film Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Voilà, il y a aussi il y a plein de choses qui se sont croisées parce qu'il y a aussi un rapport à l'objet surréaliste avec une référence directe avec le parapluie par rapport à Magritte. Et aussi sur le fait d'exposer dans la rue, j'aime bien l'idée des sculptures humaines et aussi des déclameurs, la tradition des personnes qui déclamaient dans la rue, d'où le socle que j'ai choisi. Tous les artistes dont les œuvres sont exposées jusqu'au 15 août ont agrémenté leur présentation d'un petit texte pour aiguiller les passants dans leur réflexion à la découverte de ces sculptures toutes très différentes et présentant des univers à 1000 lieues les uns des autres.
Le reportage qui va suivre s'adresse aux amateurs de belles voitures. Un concours d'élégance automobile vient d'être organisé au début du mois. Cela s'est passé au chapiteau de Fontvieille et il y en avait pour tous les goûts. Dominique Poulain y assistait. C'est beau et c'est chic. Les amateurs de belles carrosseries avaient rendez-vous à Fontvieille où ils ont pu admirer des modèles d'avant mais surtout d'après-guerre. Des voitures qui ont émerveillé les petits et qui ont rappelé des souvenirs aux plus grands. Au total, c'est une trentaine de voitures qui ont été exposées. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. On veut vraiment faire aussi, totalement indépendamment de ça, un concours d'élégance qui se poursuive, qui ait lieu chaque année et qui s'enrichit chaque année un peu plus de nouveaux véhicules exceptionnels qui soient beaux et présentés dans le cadre de ce qu'est la Principauté de Monaco, c'est-à-dire un lieu magnifique où on peut parler à la fois d'automobiles exceptionnels et du chic, de l'élégance. C'est l'endroit idéal pour parler des deux en même temps. Ce jour-là, le niveau est sans contexte très très haut. Parmi les voitures d'exception exposées, les emblématiques Rolls-Royce, des modèles mythiques comme ces Ferrari Testarossa, des Bentley, une Ford Mustang, une Fiat, une Renault Dauphine, des modèles étonnants comme cette Pandini, une DS, une Aston Martin de 1935, des Morgan, des Jaguar ou encore une Panhard des années 60 construite pour les 24 heures du Mans, aujourd'hui propriété d'Annie et de Michel, venus d'Opio pour faire partager leur passion. Il y avait 3 voitures engagées aux 24 heures, une a abandonné et la deuxième a donc terminé à 140 de moyenne pendant 24 heures avec un 700 cm3, ce qui était quand même un exploit à l'époque parce qu'il faut considérer que c'était des artisans qui faisaient ça. C'était pas l'équipe Ferrari qui, avec ses 5 ou 6 voitures, tapait 170 de moyenne, mais ils avaient 300 chevaux au lieu de 60. Celle-là, on en avait que 60. Et à la suite de cette course, donc, ils étaient tellement fiers d'avoir gagné, ils se sont dit, bon, l'équipe, je parle de l'équipe de Charles Deutsch, on va construire quelques voitures, une pré-série d'environ 50 voitures, pour voir si on peut les commercialiser. Mais l'élégance n'est pas une question d'âge, puisque des voitures beaucoup plus récentes sont également de sortie, comme cette Porsche ou encore cette Pagani Zonda. Comme tous les pilotes ou passionnés de voitures de luxe et de collection, Annie et Michel ont ensuite pris le volant de leur Panhard pour une parade dans les rues de la Principauté sur le tracé du Grand Prix de Formule 1. Tout est fait pour se faire voir et être vu. L'idée, c'est d'abord de monter une vente aux enchères d'automobiles de collection qui était la nôtre. Et puis on s'est dit, mais c'est dommage de ne pas utiliser cet événement pour faire venir, vu les contacts que nous avions déjà, des gens qui avaient cette envie. Parce que quand vous contactez des gens pour mettre en vente des véhicules, ils vous disent « Ah, mais je connais quelqu'un d'autre qui lui a une très belle voiture. Il ne veut pas la vendre, mais il voudrait bien la montrer, il voudrait bien se promener avec dans Monaco. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et donc l'idée, naturellement, est venue par contact, par discussion avec les gens. L'idée, naturellement, c'est d'allier un événement qui est somme toute un événement commercial assez classique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une vente aux enchères à Monaco, il y en a tous les ans, mais avec un événement plus exceptionnel que l'on pourrait répéter et dont on pourrait monter le niveau juste à en faire un événement vraiment exceptionnel au niveau planétaire. Il y a la place pour ça à Monaco. De retour au chapiteau Fontvieille, tous ces passionnés des plus beaux bijoux de l'automobile redoutent une chose, le jury. Un jury qui ne laisse rien passer pour élire la plus belle. Il scrute les moindres détails et prend en compte l'histoire de la voiture, la rareté et l'émotion. Après concertation, le vainqueur de ce rendez-vous mythique est la DS Cabriolet. Le Sporting Summer Festival a débuté le week-end dernier. Après Tony Bennett et Lady Gaga, Christine and the Queens était sur la scène de la Salle des Étoiles lundi soir. Alors une fois n'est pas coutume, coup de projecteur non pas sur l'artiste féminine de l'année, mais sur l'un de ses danseurs qui a grandi dans la région. Émilie Rousseau l'a rencontré. Sa silhouette vous dit peut-être quelque chose si vous avez déjà vu le clip Christine de Christine and the Queens. Jean-Michel Egea, plus connu sous le nom de Diablo, est un jeune niçois de 22 ans. Il a grandi du côté des Moulins dans une influence hip-hop de par notamment son grand frère, rappeur Gak. Passionné par la danse depuis son plus jeune âge, il décide de mettre toutes les chances de son côté pour en faire son métier et façonne son propre style. Je pense que c'est le défi de plus ou moins tous les danseurs.
On essaie d'abord notre base, après en grandissant, on a d'autres attentes au niveau de sa danse, de soi-même. Ça fait qu'on cherche son chemin. Moi, ouais, j'ai préféré chercher dans d'autres danses, puis d'autres choses carrément pour inspirer ma danse à moi, puis ça donne ce que je fais là, quoi. À l'œil nu, ça donne, ça donne l'effet de quelque chose de fluide, plutôt fluide, désarticulé, sans eau, comme les gens ils disent des fois. Mais ouais, c'est, je sais pas, un mélange d'énergie, de fluidité, je sais pas. Et ce style indéfinissable tout en souplesse séduit le milieu. En 2011, Diablo est finaliste de l'émission La meilleure danse sur W9. Parallèlement à cela, il décide de voyager, s'aguerrir et se faire des contacts à l'étranger. Et le bouche à oreille paie dès son retour en France. Je travaillais aux États-Unis pour une autre artiste et je travaillais avec la chorégraphe de Christine and the Queens en fait. Et elle a fait un casting pour faire un groupe justement où elle cherchait des danseurs. Et elle a appelé plus ou moins les personnes qu'elle connaissait pour faire le casting. Et à la fin, ils nous ont choisi naturellement. Ils en ont pris 6 et ils nous ont pris, voilà. Et tout, voilà. Comment se passe cette belle aventure ensemble? Franchement, après, en ayant travaillé dans 2-3 autres trucs du même genre, c'est parfait. On peut pas, y a rien à dire, y a vraiment rien à dire. L'ambiance, elle est cool, l'équipe, elle est cool, les gens, ils sont sympas. On apprend tous de tout le monde. Lundi soir, Diablo était de retour sur la région à quelques kilomètres de là où il a grandi. Pour la première fois, il s'est produit devant ses parents. Autant dire que ce concert avait une saveur toute particulière pour lui, mais aussi pour les fans venus en nombre pour admirer l'énergie, la fougue et la poésie de Christine and the Queens. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quelles seront les couleurs du temps pour les jours qui viennent? Eh bien, réponse tout de suite en images avec les cartes météo. Ce mercredi, chaleur lourde, soleil à peine gêné par quelques nuages, peu de vent. Jeudi, ciel bleu, rares nuages, un temps calme et très chaud. Vendredi, plein soleil, légère brise de mer, les températures resteront nettement supérieures aux normales saisonnières. Samedi, pas de changement, temps ensoleillé, une forte chaleur avec une maximale à 31 degrés. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.